Bonjour à toi, bienvenue dans cette seconde partie de mon classement des 10 modes d'exploitation que j'ai connus et que je connais encore au quotidien. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer juste ici pour te rendre sur la première partie de la vidéo où on a vu les 3 modes d'exploitation que je classe dans le bas de mon tableau. Aujourd'hui, on va voir les modes d'exploitation de la 7e place à la 4e place. Je vais justement te donner, comme dans la première vidéo et comme en habitude, en toute transparence, les avantages et les inconvénients de ces modes d'exploitation et je vais t'expliquer pourquoi je les ai mis dans cet ordre. En 7e position, on retrouve le viager. Alors en effet, on n'y pense pas souvent, mais le viager, c'est réellement un mode d'exploitation. Alors oui, aujourd'hui le viager sera sur des revenus fonciers et peut être assimilé à la location nue, puisque la personne à l'intérieur garde ses meubles et tu ne vas pas lui racheter. Mais aujourd'hui, j'estime que c'est un mode d'exploitation à part entière, puisqu'autour du viager, il y a toute une stratégie qui se crée. Et sans rentrer dans le détail, puisque je ferai une vidéo par la suite pour expliquer les intérêts ou non de partir en viager, je voudrais quand même t'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus sur le marché. C'est quelque chose où on n'en parle pas assez et des fois on peut avoir des manques de recul là-dessus. Et donc tout simplement, je voudrais te donner mon avis. Alors pourquoi je l'ai positionné en 7e position? Parce qu'aujourd'hui, j'estime que l'avantage du viager, même si on est sur des revenus fonciers, c'est qu'on est dans un système où on vient racheter le logement de quelqu'un tout en lui donnant de 1 l'occasion de rester à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette personne, on a déjà ce confort de savoir qu'on n'aura pas de changement de locataire. Ça, c'est très agréable au niveau de la gestion. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un système où on ne va pas normalement avoir d'impayé, puisque justement, en fait, on rachète le bien immobilier et en échange, tous les mois, en fait, on vient verser un complément comme une rente. Donc, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on est dans un système qui est inverse. Pourquoi moi je le mets dans ce bas de tableau? C'est qu'aujourd'hui, pour moi, le viager a plusieurs points qui sont très négatifs. Le premier, comme je viens de te le dire, ce n'est pas le locataire qui va te donner une rente, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toi, si le bien immobilier est estimé par exemple à 300 000 euros, toi tu vas l'acheter 100 000, donc pour toi c'est très intéressant parce que tu le payes peu cher, mais en parallèle de ça, tu vas donner une rente à la personne qui habite dans la maison et c'est comme si tous les mois tu remboursais en fait un crédit. Et justement, c'est là que c'est très négatif parce que justement, le principe du viager, c'est que en fait, tu vas te créer malheureusement une dette. Et à cause de ça, tu ne pourras pas réinvestir auprès de la banque puisque la banque va te dire, écoutez, votre capacité d'endettement, c'est par exemple, j'ai une bêtise, 1 000 euros par mois. Vous êtes dans un système où vous donnez à cette personne déjà le remboursement des 100 000 euros que vous avez emprunté, ça vous représente quasiment 500 euros par mois. Et en plus, tous les mois, vous donnez un complément de 500 euros par mois à cette personne-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système où la totalité de ta capacité d'endettement, elle est engravée justement par le viager. Et tu es dans un système où tu es coincé. Tu es coincé, tu ne peux plus réinvestir. Et donc l'avantage du viager, c'est quoi? C'est soit si aujourd'hui tu es dans un système où tu as un très gros parc immobilier et tu peux te permettre d'avoir des biens qui te coûtent de l'argent. Et donc là, si tu flaires quelque chose, même si on ne doit jamais souhaiter la mort de quelqu'un et parier contre la mort de quelqu'un, tu peux le faire. Tu peux aller sur ce mode d'exploitation. Après, voilà, on en arrive aux 2 seconds points négatifs. C'est que premièrement, aujourd'hui, moi j'estime que dans le business, il faut savoir être éthique. Il faut savoir être transparent et savoir se regarder dans un miroir. Et moi, je ne saurais pas investir en pariant entre guillemets sur la mort de quelqu'un. C'est quelque chose que je ne saurais pas faire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un petit peu moins de valeur que d'autres. Et c'est peut-être ton cas et ce n'est pas du tout une critique. Mais personnellement, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. La deuxième chose, dans le prolongement justement de ce raisonnement, c'est que on connaît tous l'histoire de Jeanne Calment qui avait vendu l'un de ses biens en viager, sa résidence principale, mais on peut aussi citer plein d'autres personnes qui sont moins connues. C'est ce système où
Tu peux avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire et te dire ouais, cette personne elle est âgée, c'est bon, dans 2 ans elle est morte, je vais récupérer son logement, mais tu peux aussi te faire piéger. Et aujourd'hui, l'histoire de Jeanne Calment nous apprend bien que c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'en fait la personne qui a acheté son bien viager est morte avant elle, et l'enfant de cette personne qui a récupéré le viager en héritage est également décédé avant Jeanne Calment. Et donc aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce que finalement cette pépite qui semble justement être intéressante et procurer de la poudre aux yeux, te donner de la poudre aux yeux, eh ben, est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est intéressante? Et c'est pour ça que je l'ai placée en 7e position, parce que j'estime que oui, si on retire le côté moral, ben, on peut faire de très belles affaires en viager, mais par contre, à l'inverse, j'estime qu'aujourd'hui, ça peut vraiment te pénaliser et ça peut t'empêcher de te développer par la suite. On arrive maintenant au niveau de la 6e position. Alors au niveau de la 6e position, j'ai décidé de mettre tout ce qui est atelier et entrepôt. Alors pourquoi en 6e position? Parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que personnellement je développe de plus en plus, qui m'intéresse de plus en plus parce que j'ai vraiment compris l'intérêt d'investir dans ce type de projet. Mais je te le mets en 6e position, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on prend les avantages, c'est des projets sur lesquels on a des rentabilités qui n'ont rien à voir avec les biens à usage d'habitation. On peut aller chercher des rentabilités à 15, 20, 25, même 30% très facilement. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système où aujourd'hui les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir, et on va même intégrer, tu vois, plus loin les bureaux, ils ont besoin d'avoir des bureaux, ils ont besoin d'avoir des ateliers, ils ont besoin d'avoir des entrepôts. Et aujourd'hui, on est dans un système où justement les entreprises, pour certaines, même pour la majorité, ne peuvent pas faire de crédit pour acheter leur outil de travail. Et donc on est dans un système où toi tu vas pouvoir leur louer et tu vas pouvoir appliquer une rentabilité plus forte parce que la disponibilité sur le marché est rare. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un système où aujourd'hui, et c'est là que je vais mettre les points négatifs, c'est que premièrement, on dépend toujours de revenus fonciers. Donc on est dans un système où fiscalement on se fait assassiner. Sauf si aujourd'hui on vient les encapsuler dans une société civile immobilière ou une autre structure de société. Là on est dans un système où on dépend du régime des professionnels et donc là c'est vrai que tous les mois la fiscalité est beaucoup plus souple. Par contre à la revente, là c'est la fiscalité des professionnels et elle est beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui c'est un point négatif qui fait que ce mode d'exploitation vient plus bas dans mon classement. On arrive aussi dans un système où tu es avec des professionnels. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir l'homme ou la femme la plus intelligente en face de toi, comme l'homme ou la femme la moins intelligente en face de toi. Tu es dans un système où tu baignes dans le monde des professionnels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des professionnels, tu joues dans la cour des grands. Tu joues avec des personnes qui, même si elles peuvent être moins intelligentes que toi, même si à l'inverse elles sont plus intelligentes que toi, tu es dans un système où vous allez vous traiter d'égal à égal. Et si demain, il y a un problème, il y a beaucoup plus de facilité pour que tu te retrouves au tribunal, que tu te retrouves dans des procédures avec des avocats, que d'être dans un système comme un particulier où tu peux, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, avoir ce rapport de force parce que tu es ce propriétaire. Là, c'est totalement différent et donc je t'invite vraiment à aller sur ces modes d'exploitation le jour où tu maîtrises ta fiscalité, le jour où c'est adapté dans ta stratégie et le jour surtout où tu sais que tu n'auras pas peur de gérer un litige et de te faire entourer de professionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil. On a beaucoup de personnes qui veulent gagner de l'argent avec l'investissement locatif, mais qui, quand il faut sortir de l'argent pour investir, ne savent pas le faire. Et donc, si justement tu fais encore partie de ces personnes-là, ne va surtout pas sur ces modes d'exploitation. Et c'est pour ça qu'en toute transparence, je préfère le mettre en 6e place, alors que personnellement, je pourrais les mettre bien plus haut. Mais aujourd'hui, dans ce classement, je veux vraiment rester neutre et qu'il soit adapté aussi bien pour les personnes novices que pour les personnes qui ont plus d'expérience. Maintenant, on arrive au 5e mode d'exploitation. Alors, le 5e mode d'exploitation, c'est pareil. C'est pour certaines personnes, ce n'est pas un mode d'exploitation, c'est plus une technique, c'est plus une stratégie d'optimisation. Je parle bien évidemment de l'achat-revente. Pourquoi j'ai mis l'achat-revente en 5e position? C'est très simple. Aujourd'hui, l'achat-revente, c'est génial pour celui qui veut faire doper son patrimoine. Tu peux vraiment faire de très belles opérations. On entend souvent des personnes qui, en un an,
ont gagné bien plus qu'un cadre en allant travailler 35 heures par semaine. On a des personnes qui arrivent à faire des plus-values à 100 000 euros, à 200 000 euros. On a vraiment justement des histoires qui donnent envie et qui donnent l'envie de se lancer dans l'achat-revente. Et aujourd'hui, je le mets en 5e position. Pourquoi? Parce qu'il a 2 freins, il a 2 points noirs qui pour moi font que ce mode d'exploitation ne mérite pas d'avoir une meilleure position. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première, c'est très simple, c'est que tu le sais, je le dis toujours, que le secret pour développer un parc immobilier et pour aller très loin, c'est quoi? C'est l'amortissement. C'est ce que tu gagnes tous les mois en ayant ton crédit qui est remboursé par ton locataire. Le problème, c'est qu'en achat-revente, tu n'as pas de locataire. Tu es donc dans un système où tu vas emprunter de l'argent pour faire un achat-revente et gagner de l'argent sur ton projet. Mais si ton projet d'achat-revente te prend par exemple 1 an, et bien pendant 1 an, c'est toi qui vas venir financer le crédit. Et donc pareil, tu seras dans un système où tu n'auras pas d'enrichissement à court terme, tu n'auras pas de solution où tu pourras multiplier les investissements locatifs si tu es venu engraver la totalité de ta capacité d'endettement avec cet achat-revente. Et donc tu es dans un système où si tu fais ça au début, tu vas te pénaliser. Et la deuxième chose, c'est le deuxième point noir pour moi, c'est surtout qu'on peut être le meilleur des mathématiciens, on peut être le plus rationnel. Entre ce qu'on définit sur le papier et entre ce qu'on gagne à l'arrivée, il y a toujours une différence. Et aujourd'hui, j'estime qu'il est beaucoup plus intéressant d'effectuer un achat-revente au travers d'un investissement locatif, c'est-à-dire de faire un investissement locatif dans lequel tu sais que tu auras une plus-value latente parce que tu as apporté beaucoup de valeur, que de mettre tous tes œufs dans le même panier et de ne compter que sur cet achat-revente si à côté tu n'as pas d'autres projets qui ont déjà été mis en simultané. Et surtout, ça t'évitera les désespoirs parce que combien j'ai connu de personnes qui en achetant un projet, ah c'était magnifique, ils allaient faire 40 000 euros de plus-value et au final, en prenant les imprévus dans les travaux, en prenant l'évolution du marché entre-temps et en prenant les ventes dans le secteur, finalement se sont retrouvés à faire des plus-values qui étaient peut-être inférieures de 50% à ce qui était prévu à la base. Et donc, si tu es dans un système où tu arrives justement à venir cumuler l'achat-revente avec une stratégie d'investissement locatif, là, tu peux être très puissant. Par contre, si tu mets tous tes œufs dans le panier et que tu n'as jamais fait d'investissement locatif, ne pars pas là-dessus. Tu dois d'abord avoir de l'expérience. On arrive maintenant au dernier point qui va être vu dans cette vidéo, c'est le mode d'exploitation qui arrive en 4e position. Ce mode d'exploitation qui arrive en 4e position, c'est quoi? C'est la colocation. Alors, je sais, je vais en surprendre plus d'un. Je pense que vous vous attendiez à ce que ça arrive sur mon podium, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de gérer des locataires avec 2 colocations qui ramenaient chacune plus de 1 000 euros net dans la poche après avoir tout payé alors qu'on était sur des projets de moins de 200 000 euros. Et pourtant, elle ne figure pas sur mon podium. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors oui, en avantage, la colocation, c'est peut-être un des modes d'exploitation qui rapporte le plus d'argent parce qu'aujourd'hui, on va venir justement éclater à l'intérieur le nombre d'espaces qu'on peut louer. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand tu aurais loué une maison 600 euros, si aujourd'hui elle a 3 chambres, et au lieu de la louer 600 euros, tu vas la louer, par exemple, je dis une bêtise, si elle a 3 chambres, tu vas louer 3 fois 400 euros, ce qui fait que tu vas doubler la rentabilité de ce bien. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que tu te mettes de la poudre aux yeux. Et pourquoi je l'ai mis en 4e position alors que je continue de l'utiliser et que je continue d'encourager mes clients vers la colocation? C'est tout simplement parce que ce qu'il faut que tu aies en tête, ce sont ces 3 points. Le premier point, c'est le fait qu'au niveau de la colocation, tu es dans un système où tu vas gagner beaucoup d'argent, mais ça va aussi te demander beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que qui dit plus de locataires dit plus de travail. Moi, je te donne l'exemple. Dans les 2 colocations que je te citais, c'était des colocations de 6. Il y avait 12 colocataires au total. Et tu te retrouves dans un système où tous les mois, tu as facile 10 à 15 heures de gestion. Et quand tu arrives dans les mois assez forts comme août, septembre, octobre et aussi juin, parce qu'il faut aussi gérer les départs, tu te retrouves dans un système où tu as 4 mois sur l'année où tu ne fais pas 15 heures par mois, mais tu fais plutôt 15 heures par semaine. Et donc, ça peut être aussi le risque, comme la location saisonnière, de te créer un second emploi. Et la deuxième chose, c'est surtout que ce qu'il faut savoir avec la colocation, c'est que
qui dit beaucoup plus de personnes à l'intérieur, dit une usure prématurée des meubles, de la cuisine, des salles de bain, des toilettes. Et donc au final, quand sur une location de longue durée, tu peux être amené à peut-être remplacer, je sais pas, je dis une bêtise, une salle de bain tous les 6-7 ans, et là en colocation, tu peux te retrouver à la rénover tous les 3 ans. Et ça, c'est un point que peu de personnes vont mettre en avant. Et moi, je te le dis en toute transparence parce que tu sais que c'est comme ça que je fonctionne sur la chaîne. C'est bien de vous montrer le beau, mais il faut aussi vous montrer le moins beau pour que vous puissiez faire des investissements qui vous correspondent. Et c'est justement ce système où tu vas avoir beaucoup de cash tous les mois. Mais si tu dois rénover beaucoup plus régulièrement, au final, tu as beaucoup moins de cash dans ta poche. Et ça, il faut le prendre en compte. Et le dernier point au niveau de la colocation, c'est le point qu'aujourd'hui, on a des villes où, quoi qu'il arrive, il y a tellement d'habitants que tu peux faire des colocations à tout va, tu auras toujours de la demande. Malheureusement, beaucoup de personnes, et c'est la majorité des gens qui me contactent quand ils veulent passer par ma société pour qu'on les accompagne, on se retrouve dans un système où je veux une colocation et comme je veux qu'elle soit très rentable, on va la faire dans une ville de seconde zone. Comme tu le sais, ce sont ces villes qui sont des pôles attractifs mais qui ne sont ni considérées comme des métropoles ni comme la capitale. Ce sont en général des villes d'à peu près 50 000 habitants avec des agglomérations entre 150 et 500 000 habitants. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces zones-là, il y a tellement de personnes qui ont vu des vidéos sur YouTube, qui se sont formées, à qui on a vendu la colocation, que ces personnes vont aller se noyer dans un marché où la colocation elle est saturée. Et moi, je l'ai vu quand la première colocation, elle est née en 2016, il y avait des chambres qui se louaient à peu près 450 € par mois. Aujourd'hui, ces mêmes chambres, elles se louent 380 € par mois, 4 ans plus tard. Et on estime, en voyant l'évolution du marché, que d'ici 3 ans, elles se loueront plus 380, mais elles se loueront 350. Et donc déjà de 1, celui qui n'a pas pris ça en compte, il va dans le mur. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, on pouvait faire des colocations un petit peu bricoleurs, on va dire les rénovations bon père de famille où on va mettre ni du bas de gamme ni du haut de gamme, on va faire un truc standard. Ces colocations aujourd'hui, elles trouvent plus preneur. Pourquoi? Parce que va scroller sur le bon coin, il y a tellement de colocations que ton œil ne va pas être attiré par ces derrière. Et donc si aujourd'hui tu ne fais pas du haut de gamme ou quelque chose d'un petit peu touchy, tu te retrouver dans un système où tu seras noyé dans la masse et tu auras du vide locatif. Et quand toi tu auras fait tes calculs sur je gagne autant quand j'ai 4 chambres, 5 chambres ou 6 chambres de louer, tu seras dans un système où tu ne respecteras pas ton prévisionnel. Pourquoi? Parce que tu auras un taux de remplissage qui sera peut-être de 80 ou de 85%. Et ça, personne ne te l'avait dit. Et donc aujourd'hui, en résumé sur ce mode d'exploitation, tu dois retenir que si tu prends en considération tous les inconvénients que je te mets en avant, oui, fonce parce que la colocation, c'est génial. Par contre, si justement tu as conscience de l'impact que vont avoir dans le futur ces inconvénients, ne pars pas là-dessus et pars justement sur l'une des 3 stratégies que je vais te mettre en avant dans la 3e partie du dévoilement de mon classement. Et je t'invite vraiment, si ce n'est pas fait, à t'abonner pour que tu puisses voir cette 3e vidéo quand elle va sortir. Je te remercie en tout cas pour ton attention. Si ça t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu et je te dis à très bientôt pour cette 3e partie.